L'American Basketball Association n'a existé que 9 saisons, mais 9 saisons très animées, marquées par des anecdotes assez dingues, bien loin du cadre très structuré de la NBA, avec qui elle a fusionné en 1976, que l'on connaît aujourd'hui. Des anecdotes regroupées dans le meilleur livre que vous pourrez trouver sur l'histoire de la ABA, Loose Balls, du journaliste spécialisé Terry Pluto. Il y en a à l'appel, alors on a essayé de vous faire un best-of du pire de l'histoire de cette ligue maintenant disparue. Commençons avec ce fameux ballon bleu-blanc-rouge, une idée du commissionneur, George Mikan. Inspiré des couleurs du drapeau américain, ce ballon a connu son lot de plaintes lors de son apparition. Certains joueurs le trouvaient trop glissant, d'autres trop gros, trop lourd, trop léger. Pourtant, il n'avait rien de différent d'un traditionnel ballon marron, hormis la couleur. C'est ce qu'a répondu l'entreprise Rawlings, qui produisait et vendait les ballons à Lee Maid, chargé des relations publiques de la ABA. L'entreprise lui a montré que la pigmentation des couleurs et la qualité de colorant utilisés pour le ballon ABA étaient les mêmes que pour le ballon marron de la NBA. Seule différence, la couleur du colorant. Si les ballons étaient glissants, c'est surtout parce qu'ils étaient neufs. Un communiqué de presse a été rédigé, et tout est rapidement rentré dans l'ordre. Bon, niveau logistique, il a fallu un peu de temps pour que tout se mette bien en place. Le tout premier match de l'histoire des Nuggets, alors appelé Denver Rockets, s'est ainsi joué avec un ballon marron, peint à l'arrache, avec quelques bombes de peinture avant la rencontre, car il n'y avait aucun ballon officiel bleu-blanc-rouge sur place. Résultat, un ballon ultra lisse avec des couleurs qui coulaient sur les mains et 44 pertes de balles entre les deux équipes, rien qu'en première mi-temps. Bon, heureusement, ce n'était encore que de la pré-saison, et le ballon bleu-blanc-rouge, presque hypnotisant, est ensuite devenu très populaire. Mais aucune licence n'a jamais été déposée pour en faire un ballon ABA officiel. Personne n'y a pensé. C'est pourtant le genre de choses qui aurait pu rapporter gros et aider la NBA à se pérenniser. Autre exemple de ce manque d'expérience dans la gestion d'une ligue pro, la toute première draft des San Antonio Spurs. Enfin, à l'époque, c'était plutôt les Texas Chaparrals, c'était leur nom. Tout se fait un peu à l'arrache en ce temps, vous allez le voir. On est en 1967 et un certain Max Williams, qui s'est plus tard reconverti dans le business du pétrole, est en charge d'à peu près tout. Il est à la fois représentant de l'équipe, GM, coach, et il assure même parfois la vente de billets pour les matchs. La draft approchant, il passe quelques coups de fil à des coachs, scout à droite et à gauche, recueille toutes les infos qu'il peut de différents magazines spécialisés et établit une liste de prospects qu'il envoie au propriétaire Roland Spess, pensant qu'ils en discuteraient quelques jours plus tard. Sauf qu'un beau jour, Spess l'appelle et lui dit qu'il a géré la draft tout seul à New York avec la fameuse liste. Il lui dit qu'il a tout simplement sélectionné les 5 premiers joueurs de sa liste, une liste où les joueurs n'étaient pas classés par niveau de talent, mais tout simplement par ordre alphabétique. C'est comme ça que le premier pick de l'histoire des futurs Spurs est devenu Matt Aitch, suivi de Jim Burns, puis Gary Gray et Pat Riley en 4ème position. Bon, heureusement pour Williams, Spess n'est pas resté longtemps aux commandes. Lors de la saison 1968-1969, Dallas a aussi compté dans ses rangs un certain Maurice McCartley, surnommé Toothpick car il devait absolument avoir un cure-dent dans la bouche pour jouer. Sans son cure-dent, il refusait de rentrer sur le terrain. Les normes de sécurité, tout ça, RAF. Il fallait d'abord être cool. À la pointe de la mode, il a été l'un des premiers dans l'équipe à porter des pantalons pas de def. Il shootait beaucoup aussi, pour assez peu de réussite selon Terry Stembridge, ancien commentateur des Spurs. En 4 ans, dans 4 équipes différentes en ABA, Toothpick a tourné à 12 points à 41% au tir de moyenne. Stembridge a aussi eu affaire à A.W. Holt, un gaucher venu de Jackson State, à qui il a fallu expliquer après une réunion qu'il n'y avait aucune différence entre 1500 et 1500 $. Le joueur avait préalablement refusé de signer car il s'était mis en tête de n'accepter aucune somme sous les 1000 $. 1500, ça ne lui allait donc pas. Le tout premier entraînement des Pacers a lui de quoi surprendre. Encore un problème de ballon. Et puis entraînement, c'est déjà un bien grand mot. Larry Staverman, premier coach d'Indiana, a plutôt décrit ça comme un try-out géant. Dans une salle pouvant accueillir 400 personnes, 1500 se sont pointés pour tenter leur chance. Le try-out officiel, lui, a eu lieu au Indiana Farmers Coliseum. Sur place, plusieurs centaines de joueurs et environ 7000 spectateurs venus y assister. Sauf qu'au moment de commencer, Staverman s'est vite rendu compte qu'il n'y avait aucun ballon. Et oui, le GM, pour ce try-out, avait oublié qu'il fallait des ballons pour une équipe de basket. Alors Larry Staverman a dû se démerder sans, il a donc mis en place des ateliers sans ballon où les joueurs devaient faire comme si, et des ateliers de course sans ballon qui lui ont tout de même permis de faire un premier tri. À l'époque aussi, en ABA, l'argent ne coule pas à flot. On ajoute un frigo d'occasion dans le contrat d'un joueur qui en a besoin, et on place les 150 personnes présentes dans un coin stratégique quand le match est télévisé. C'est une bonne ficelle pour faire croire que la salle, d'une capacité d'accueil de 2800 personnes, est totalement remplie. Lors de sa première année pro à Minnesota, Mel Daniels faisait figure d'exception, avec ses 36 000 $ annuels en 1968. C'était 22 000 $ de plus que l'offre des Cincinnati Royals en NBA, qu'il avait drafté au premier tour, et une paye folle pour celui dont le père gagnait 92 $ par semaine à l'usine Chevrolet de Détroit. Le choix a donc été vite fait. Daniels explique qu'à l'époque, personne, que ce soit en NBA ou en ABA, ne gagnait autant, et que la plupart des joueurs gagnaient moins de 10 000 $ par an. Du côté des Anaheim Amigos, on était plutôt radin. Art Kim, le propriétaire, s'est dit qu'il allait faire jouer à son équipe le maximum de matchs à l'extérieur pour débuter la saison, car les propriétaires se partageaient alors les recettes des entrées pour les matchs d'ouverture. Résultat, un road trip de 6 matchs sur 13 jours entre Oakland, Denver, Dallas, l'Indiana, le Kentucky et le Minnesota. Les Amigos ont perdu leurs 5 premiers matchs et changé de joueurs comme de chemise. L'argent destiné aux joueurs pour manger était versé au jour le jour, là encore pour faire des économies, et puis à la fin de la saison, le proprio
s'est carrément dit « mais pourquoi payer les joueurs en fait ?» En manque de pièces dans son effectif pour finir la saison et n'ayant pas envie de signer qui que ce soit, l'équipe a ainsi activé un certain Dick Lee, employé au département des relations publiques. Et ils l'ont même fait entrer sur le terrain. Lee a joué 2 minutes sur 2 matchs, pour un total de 1 rebond et 1 passe. Les Denver Rockets avaient eux leur propre avion pour les déplacements, et oui, leur propriétaire Bill Ringsby était aussi à la tête d'Aspen Airlines. Plutôt cool pour l'époque, non? Oui, sauf que l'engin, un DC-3, avait près de 30 ans. Bob Bass, coach de l'équipe, s'en souvient, c'était écrit sur une place dans le cockpit, produit en 1941. Heureusement, l'équipe bénéficiait d'expérience d'un pilote aguerri, un ancien de l'armée de l'air allemande, que tout le monde surnommait le Red Baron. La ABA c'était un peu une nouvelle histoire tous les soirs de toute façon. Charlie Williams, un ancien joueur de Pittsburgh, raconte que pour le premier match exhibition de l'équipe, leurs adversaires, les New Jersey Americans, étaient arrivés sans leur maillot. Alors il a fallu improviser, et ils ont finalement joué en t-shirt blanc, avec leur nom inscrit au marqueur dans le dos. Pour ce qui est du bas, chacun avait un short, voire un pantalon différent. Williams se souvient aussi d'un match interrompu pendant une demi-heure à la Nouvelle-Orléans, pour un problème d'électricité. En fait, un opossum se promenait dans les câbles. Quant aux statistiques, elles sont apparues un peu par hasard, parce que Lee Mead, alors journaliste au Denver Post, a posé la question au responsable de la ligue lors de son lancement. Ces derniers lui ont répondu qu'il n'y avait pas pensé. Mead s'est donc proposé pour s'en occuper et il a été nommé statisticien dans la foulée, 10 jours avant le début de la saison. C'est lui qui, le premier, instaure un décompte séparé des rebonds offensifs et défensifs dans le box score, auquel il ajoute également les pertes de balles individuelles, les interceptions, les contres et les rebonds d'équipe. Des stats, il faut s'en rendre compte, qui étaient très novatrices vu qu'elles étaient absentes des box scores NBA à l'époque. Côté animation, ça pouvait aller des Miami Floridians Ball Girls qui animaient les temps morts en bikini au bord du terrain, au concours de tirage de lait de vache organisé à Indianapolis. Sans oublier la fameuse Dime Beer Night de San Antonio, où l'on pouvait avoir 10 bières pour $1. Bon, l'équipe ne l'a fait qu'une seule fois, on imagine que les résultats n'étaient pas convaincants. Enchaînons avec une autre dinguerie, il fallait presque présenter ses radios à l'arbitre pour avoir le droit à un lancer franc. C'est par cette phrase que le chroniqueur du LA Times, Jim Murray, avait résumé la première année de la ABA. Alors ça partait souvent en freestyle sur le terrain, avec quelques spécialistes du genre, 3 surtout, John Brisker, Warren Jabali et Wendell Ladner. Soit les 3 joueurs considérés comme les plus durs, les plus costauds et surtout les plus fous. Jabali, joueur d'Oakland puis de Washington, a par exemple pris $250 d'amende et a été suspendu 15 jours parce qu'il avait littéralement et volontairement marché sur le visage d'un adversaire durant un match diffusé à la télévision, sans le moindre remords en plus. Dan Issel, son coéquipier aux Colonels de Kentucky, raconte que tout le vestiaire avait peur de lui et qu'un jour il a violemment arraché le caleçon d'un rookie car il était en coton et il lui a lancé « Tu ne sais pas que ce sont nos ancêtres qui ont récolté ce coton, trouve-toi autre chose que ça à mettre ». Gilly Knight, double All-Star NBA passé par Limoges, a joué contre John Brisker lors de pick-up games organisés à Pittsburgh lorsqu'il était à l'université. Et lors de son tout premier match contre lui, Brisker lui a collé une droite totalement gratuite sortie de nulle part, avant de le mettre au défi de réagir. Trop intimidé et réellement effrayé par ce bully d'1m96 et 95 kg, Knight n'a rien dit. Pour l'un de ses training camps, l'équipe de Pittsburgh avait fait spécialement venir un ex-joueur de football américain censé contrôler Brisker. Les deux se sont évidemment rentrés dedans, puis chacun a annoncé qu'il allait aller chercher son pistolet pour régler son compte à l'autre. Le coach a stoppé l'entraînement avant que ça ne dégénère réellement. Une autre fois, Brisker est arrivé sur le terrain après la mi-temps parce qu'il venait de se battre avec l'un de ses coéquipiers dans le vestiaire. Et puis le All-Star Game 1971 terminé, il était en train de déambuler dans les gradins à la recherche du commissionneur de la ligue, Jack Dolph, car il voulait immédiatement recevoir ses $300 de bonus. Le Big Boss a sorti immédiatement 3 billets de 100 de son portefeuille pour éviter les ennuis. Vous vous rendez compte? Si vous voulez mieux connaître la carrière de Brisker d'ailleurs, on en avait parlé en détail dans une vidéo dédiée qu'on vous invite à regarder. Et puis vous connaissez, si vous voulez n'en manquer aucune de ces vidéos, la meilleure façon c'est de s'abonner. Un simple clic de quelques secondes pour vous et un grand bond en avant pour nous. Mais revenons à nos spécialistes du combat basketball et à Wendell Ladner. Pour vous donner une idée du phénomène, c'était le genre de gars à glisser sa tête dans l'entrebâillement de la porte du vestiaire adverse pour demander à John Brisker, l'un des joueurs les plus craints, si ce n'est le plus craint de la ligue donc, comme on l'a expliqué, s'il voulait se bastonner tout de suite, ou plutôt après le match. Le genre aussi a aimé plonger pour aller récupérer des ballons, quitte à en ressortir avec 48 points de suture après une chute dans une fontaine à eau en verre, comme lors du Game 6 des playoffs en 1973. Et aussi, le genre a joué le Game 7 juste derrière, comme si de rien n'était. Quand il a été transféré de Kentucky à New York en 1975, Ladner est devenu le garde du corps officiel de Julius Erving. Il y a aussi eu Cliff Hagan des Dallas Chaparrals, qui a littéralement mis KO son propre GM, Max Williams, lors d'un pick-up game, en l'envoyant directement dans le mur parce qu'il avait le lay-up de la gagne dans les mains. Lorsqu'il a repris ses esprits, Hagan lui a demandé si ça allait. Williams, en sang, mais en vie, s'est ensuite rendu tout seul à l'hôpital pour se faire recoudre au-dessus de l'œil. Dans le genre flippant, Reggie Harding était bien classé également. Loin d'être fiable entre ses absences aux entraînements, ses retards à répétition pour les vols de l'équipe ou encore la fois où il a expliqué devoir s'absenter pour assister aux funérailles de sa fille qui n'existait pas, il était un sacré cas. Un soir, alors que les Pacers jouaient à la Nouvelle-Orléans, le GM de l'équipe, Mike Storen, s'étonne du 1 sur 14 au tir de l'un de ses meilleurs shooters, Jim Ray. Le soupçonnant d'avoir fait la fête toute la nuit dans le French Quarter, ce qui expliquerait sa piètre prestation,
station, Storen le convoque dans son bureau. Mais pas du tout, Rail lui explique que c'était juste son tour de partager une chambre avec Reggie Harding et qu'à minuit, alors que toutes les lumières étaient éteintes, il l'a entendu se relever et commencer à tourner dans la chambre, puis à s'approcher de lui avant de rallumer la lumière. Debout face à lui, à côté du lit, Harding lui a alors pointé un pistolet sur la tempe, avant de lui dire « Alors, j'ai entendu dire que tu détestes les noirs ». Rail lui a répondu que non, puis l'a convaincu de reposer son pistolet et d'aller se recoucher. Par prudence, il a retiré toutes les balles du revolver, sauf que Harding s'est relevé encore une fois et a recommencé exactement la même chose, pistolet sur la tempe cette fois-ci, en lui disant « Tu ne croyais quand même pas que je n'avais que 6 balles ?» Cette fois, Rail a pris ses affaires et est allé dormir dans le hall de l'hôtel, d'où sa nuit, et ensuite son match compliqué. En tout, Harding a récolté 4000 $ d'amende cette année-là, et il a été suspendu pour les playoffs. En interview à la télé après l'élimination des Pacers, il a balancé qu'avec lui, Indiana aurait gagné, et qu'il tuerait Mike Storen s'il avait un revolver. Ensuite, il a disparu de la circulation et n'a plus rejoué au basket. Il a été tué par balle à Détroit, sa ville de naissance, en 1972, et Mike Storen, pas rancunier, s'est rendu à son enterrement. Tout ça, encore une fois, on l'avait largement abordé là aussi dans une vidéo passée. 2 ans après le passage d'Harding à Indiana, c'est toute l'équipe des Pacers qui allait se croire dans un western. Les joueurs se prenaient pour de véritables cowboys. L'un était propriétaire d'un bar, l'autre élu au conseil municipal, et tous étaient sollicités pour diverses apparitions commerciales. Et plus ils gagnaient, plus le tout ressemblait à hockey choral. Les joueurs passaient souvent leur journée, et parfois leur soirée, à monter un cheval, et ils arrivaient à la salle les bottes pleines de boue, pistolets et étus à la ceinture. Ensuite, on pouvait les voir faire semblant de se tirer dessus dans le vestiaire, comme des gamins. Ils se justifiaient en expliquant que les revolvers n'étaient pas chargés, mais évidemment, un jour, une balle est partie en plein milieu du vestiaire, heureusement sans faire de blessés. Après cet incident, les joueurs, adorés par les fans à l'époque, devaient déposer absolument leur pistolet à l'entrée en arrivant. Une dinguerie. Du moment qu'ils gagnaient, qu'ils jouaient dur et qu'ils ne se tiraient pas dessus, les propriétaires de l'équipe avaient conjointement décidé de les laisser tranquilles. Tant qu'on est dans le registre des armes à feu, c'est l'occasion de vous parler de l'inoubliable Marvin Barnes, encore le sujet de l'une de nos vidéos précédentes. Coach des Spirits de Saint-Louis en 1975, Don Chaney raconte qu'un jour, Barnes a fait peur à tout le vestiaire en débarquant avec un 9 mm à la main. Tout le monde s'est mis à terre, pensant qu'il avait pété un plomb, mais non, c'était juste pour déconner. Barnes était un sacré phénomène qui pouvait sans problème scorer 35 points le lendemain d'une nuit blanche et dont le repas d'avant-match était généralement constitué d'un burger ou d'un hot dog et d'un Twinkie. Un jour, après une défaite, il a expliqué à son coach que le problème de l'équipe c'était le manque d'altruisme de ses coéquipiers. L'exemple qu'il a donné, regardez coach, ce soir j'étais à 48 points à 2 minutes de la fin, puis personne ne m'a passé le ballon pour que j'atteigne les 50. Vraiment un phénomène. Mais plus que celle-ci, 2 anecdotes ont réellement fait sa légende. La première concerne l'un des nombreux vols qu'il a manqué, un vol retour de Louisville à Saint-Louis, prévu à 8h du matin, pour un atterrissage à 7h59, changement de fuseau horaire oblige. À ça, Barnes a répondu « Je ne vais sûrement pas monter dans un avion qui me fait remonter le temps ». Et puis il y a ce soir où les Spirits avaient un match à Norfolk après avoir joué à New York la veille. Barnes n'a pas voyagé avec l'équipe très tôt le matin, mais a assuré qu'il prendrait un prochain vol, sauf qu'il n'est monté ni dans le vol de 9h, ni dans celui de 11h, ni dans celui de 13h, malgré la menace de suspension qui planait au-dessus de lui. Arrivé trop tard à l'aéroport de LaGuardia, il s'est débrouillé pour trouver un vol privé qui l'a fait atterrir à Norfolk. 10 minutes avant le début du match, le coach était en train de préparer l'équipe à jouer sans lui, quand il a déboulé façon saloon par les doubles portes de derrière du vestiaire. Sachet de McDo dans les mains, il a ouvert son manteau de vison à 10 000 $ d'un air triomphant et s'est écrié « N'ayez crainte, bébé est là ». Sous son manteau, il était déjà en tenue, maillot et short de Saint-Louis Spirits et basket enfilé, prêt à jouer le match. Ce soir-là, il a été benché tout le premier quart, mais a tout de même terminé à 43 points et 19 rebonds. Sans oublier de faire un chèque au pilote qu'il avait conduit à Norfolk dans les tout derniers instants avant le match. Coach de l'année en 1971, Al Bianchi a lui avoué qu'il en avait tellement marre des road trips interminables qui duraient parfois des semaines à travers le pays qu'il laissait parfois les rênes de l'équipe à Larry Brown, alors joueur des Virginia Squires, et bien content de se former sur le tas. Will Chamberlain, devenu coach des San Diego Conquistadors lors de la saison 1973-1974, était encore moins assidu que ça. Déjà, il n'avait même pas déménagé à San Diego et venait donc de LA en hélicoptère ou en avion aux entraînements et aux matchs. Il ratait parfois des rencontres sans donner d'explication, et pendant les entraînements, il faisait venir différentes stars, comme le boxeur et catcheur Archie Moore, presque tous les jours, quand il n'était pas au téléphone avec l'une de ses conquêtes. Charlie Hens, surnommé l'hélicoptère pour ses qualités de dunker, n'a lui joué qu'une saison pro avec Pittsburgh, mais il a marqué l'histoire un soir de novembre 1970 quand il a cassé 2 plexiglas dans le même match contre les Carolina Cougars. D'abord en arrachant le cercle en première mi-temps, ce qui a causé un premier délai d'1 heure, le temps de trouver et d'installer un nouveau panier, puis une deuxième fois en dunkant à nouveau, mais cette fois à 1:07 de la fin de la rencontre. Les dirigeants ont emprunté le panier en bois du lycée voisin et le match s'est terminé aux alentours de 3h du matin. À Pittsburgh encore, le présentateur sportif Van Vance raconte que les Condors réclamaient $50 pour entrer dans la salle si vous travaillez pour une radio et $200 pour chaque caméra de télé,
car l'équipe n'avait pas suffisamment d'argent pour payer son loyer, ou même ses factures téléphoniques, car les lignes n'étaient jamais installées au même endroit dans le bâtiment. Côté historique, il ne faut pas oublier qu'à l'époque du lancement de la ABA, la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, et notamment dans les États du Sud, date d'il y a seulement quelques années. Quand Steve Jones a signé aux New Orleans Buccaneers en 1968 par exemple, il a eu un mal fou à trouver un logement. Il a passé 4 mois à l'hôtel en essuyant refus sur refus, tous les jours ou presque, car les appartements alloués ne l'étaient soudainement plus quand les propriétaires le rencontraient. Une femme qui avait essayé de l'aider avait perdu son job dans un complexe d'appartements. La solution, pour beaucoup de joueurs noirs de la ville à l'époque, était de loger chez des familles noires, locales. Résigné et fatigué, Jones arrivait via un trade, était prêt à refaire ses valises, mais il a fini par trouver, avec l'aide d'un homme noir qui travaillait dans le bâtiment en ville, un appartement qui lui convenait, et surtout qui était disponible pour lui. Selon Mike Storen, qui avait été GM des Pacers avant de devenir commissionneur de la ABA à partir de 1973, la ligue aurait eu une réelle chance de devenir une seconde ligue de basket professionnelle permanente si elle avait réussi à signer Lou Alcindor à l'été 1969. Mais celui qui est devenu Karim Abdul-Jabbar 2 ans plus tard a opté pour la NBA. Avec Dick Tinkham, avocat cofondateur de la ABA et propriétaire des Pacers, Storen pensait pourtant avoir mis toutes les chances de son côté. Alors qu'Alcindor venait de débuter son année senior à UCLA, Storen et Tinkham ont essayé de convaincre l'homme d'affaires Howard Hughes d'investir $1 million pour signer Alcindor, en lui promettant une future équipe ABA à Los Angeles et les droits de diffusion des matchs sur son réseau Hughes Television. Mais Hughes n'a jamais donné suite, alors Storen et Tinkham sont passés au plan B. Ils ont étudié de près le profil psychologique d'Alcindor, à l'aide de professionnels qui leur ont préparé des questions, et sont même allés jusqu'à embaucher un détective privé pour savoir comment la jeune star allait procéder pour prendre sa décision. De ces enquêtes sont ressortis 2 points clés. Premièrement, c'est Alcindor et personne d'autre qui allait trancher. Pas son agent, pas son coach, pas ses parents. Deuxièmement, une fois que ces décisions seraient prises, il n'y aurait aucun retour en arrière. Alcindor n'a qu'une parole, et il avait prévenu tout le monde, il n'accepterait qu'une offre de chaque équipe. C'est là que la ABA a merdé, alors qu'il était prévu de lui faire la meilleure offre possible directement, George Mikan, alors commissionneur de la ABA, a voulu jouer avec le feu, en lui proposant moins, persuadé que Jabbar reviendrait vers lui, car il préférerait jouer à New York où il est né. Mais non, Jabbar a choisi les Bucks, qui lui ont proposé 1,4 million de dollars sur 4 ans. Les New York Nets ont proposé un peu plus de 3 millions de dollars dans la foulée, mais trop tard, Karim Abdul-Jabbar avait fait son choix, et a décliné l'offre, déclarant au passage qu'une guerre d'enchères dégradait toutes les personnes impliquées. Mikan, honteux, après cette histoire, a quitté ses fonctions peu de temps après. Autre boulette, mais signé Jim Bukata cette fois-ci, le chargé des relations publiques de la ABA jusqu'à la disparition de la ligue. On est en pleine finale 1976, les New York Nets se déplacent à Denver pour le Game 5, et peuvent remporter le titre le soir même. Bukata est chargé d'amener le trophée de New York à Denver, mais arrivé dans le Colorado, il oublie le trophée dans sa voiture de location. Le temps de s'en apercevoir, quelqu'un l'avait déjà volé. Heureusement pour lui, les Nuggets ont gagné ce soir-là. Sinon, il n'y aurait eu aucun trophée à remettre aux Nets qui ont remporté le titre quelques jours plus tard, à New York. Le trophée soulevé ce jour-là était celui déjà gagné par l'équipe 2 ans plus tôt. 2 mois plus tard, un colis contenant le trophée volé a été livré au bureau de la Ligue à New York. Dessus, il n'y avait aucun indice sur l'expéditeur, mais il avait été posté depuis Denver. Au moment de sa fusion avec la NBA en 1976, la ABA, qui a compté jusqu'à 11 équipes, n'en comptait plus que 6. Perte financière oblige. Mel Daniels, triple champion NBA, 2 fois MVP et 7 fois All-Star, raconte que les Nets ne pouvaient plus payer leurs joueurs sur la fin. Alors, avec ses coéquipiers, ils ont débarqué dans les bureaux pour réclamer leur dû. Un des dirigeants présents leur a dit que la franchise était à sec, mais qu'ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient sur place. Les joueurs sont donc ressortis avec des imprimantes, des téléphones et tout ce qu'ils pouvaient sous les bras. Les agents véreux ne manquaient pas, et d'autres joueurs avaient signé des contrats étalés sur 25 ans. Sur les 84 joueurs que comptait la NBA au moment de la fusion, 63 ont joué en NBA la saison suivante. Lors de cette campagne 1976-1977, 4 ex-joueurs ABA faisaient partie du top 10 des scoreurs NBA. Billy Knight, David Thompson, Danny Sell et George Gervin. Don Buse, ancien d'Indiana, a lui terminé meilleur passeur et intercepteur de la ligue. Moses Malone, de son côté, a fini 3e meilleur rebondeur. Artis Gilmore, 4e. Sur les 24 All-Star NBA cette année-là, 10 venaient de ABA, comme 5 des 10 starters composant les équipes des finales NBA 1977. Comme quoi, il y avait du niveau dans cette ligue avant qu'elle ne disparaisse. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.